Amis du jour, bonjour. Vous ne me voyez pas? C'est normal. Aujourd'hui, je vous présente mon premier podcast, Anormalie, un podcast mensuel qui traitera de sujets assez divers, allant du cinéma, évidemment, des serial killers, pourquoi pas, et des mystères. Eh ben, oui. Tous les mois, nous traiterons d'un sujet en profondeur, que ce soit la chronologie et toute l'histoire d'un serial killer, un mystère en essayant de le résoudre, et évidemment des histoires de cinéma divers et variées. Je vous propose ici un petit extrait, à peu près 6 minutes, du podcast que vous pourrez ensuite suivre soit sur SoundCloud en tapant Al2SF ou sur iTunes en tapant Anormalie. C'est un peu comme Manomalie mais avec un R quelque part. Voilà, sur ce, je vous laisse profiter du premier épisode de Anormalie ou la véritable histoire de Shining. Imaginez un chef-d'œuvre de la littérature horrifique adapté, transformé en chef-d'œuvre du 7e art. Un film sur la folie, présente aussi bien devant que derrière la caméra. Si je vous dis Red Rum, Jumelles, Danny, vous avez deviné. Nous allons parler Shining de Stephen King et Stanley Kubrick. Amis du jour, bonjour. Je suis Al2SF et vous écoutez Anormalie. L'année était 1977. À cette époque, Jean-Paul II venait d'être élu pape et Claude François venait de nous quitter. C'est pourtant cette année-là que sortit The Shining avec le nouveau romancier en vogue, Monsieur Stephen King. À cette époque, l'auteur c'est un petit peu le roi du monde. 1977, avant le Shining. Succès littéraire de l'époque, King sort de deux gros hits. D'abord Carrie, qui est une réussite cinématographique immédiate avec Carrie au bal du diable adapté par Brian De Palma, et ensuite Salem, ou plutôt Salem's Lot pour la télévision, diffusée sous forme d'une mini-série qui connaîtra un grand succès, le tout avec David Soul, le Hutch de Starsky et Hutch. 3 ans plus tôt, King s'était mis à travailler sur un nouveau roman, temporairement nommé Darkshine. Alors c'est l'histoire d'un enfant avec des habilités particulières, similaires à celles de Carrie ou Charlie ou d'autres personnages de King, dont presque tous les livres sont inextricablement liés. Seulement, l'auteur sait pas trop dans quel contexte placer son histoire. Et c'est juste qu'il veut sortir du Maine, l'état dans lequel tous ses romans se déroulent. Inextricablement liés, on disait. L'inspiration lui viendra le 30 octobre 1974, alors que sur le retour des vacances en famille, King s'arrête dans un petit hôtel de montagne dans le Colorado, le seul qu'il croise depuis des kilomètres. Le lieu en question, l'hôtel Stanley, ça s'invente pas, est étrangement vide. Comme dans le roman en devenir, c'est la veille de sa fermeture annuelle pour l'hiver. Seul avec sa famille, dans sa chambre d'hôtel, King cauchemardera, imaginant son fils de 3 ans, courant, apeuré dans les couloirs. Réveillé en sursaut, King écrira cette même nuit le plan de son Darkshine qui deviendra Shining, notamment en hommage au refrain de la chanson Instant Karma de John Lennon, où on peut entendre We All Shine On. Shining parle de... Attendez, plus simple, je vous lis le 4e de couve. Situé dans les montagnes rocheuses, l'Overlook Palace passe pour être l'un des plus beaux lieux au monde. Confort, luxe, volupté, l'hiver, l'hôtel est fermé. Coupé du monde par le froid et la neige. Alors, seul l'habite un gardien. Celui qui a été engagé cet hiver-là s'appelle Jack Torrance. C'est un alcoolique, un écrivain raté qui tente d'échapper au désespoir. Avec lui vivent sa femme, Wendy, et leur enfant, Danny. Danny, qui possède le don de voir, de ressusciter les choses et les êtres que l'on croit disparus. Ce qu'il sent, lui, dans les 110 chambres vides de l'Overlook Palace, c'est la présence du démon. Cauchemar ou réalité? Le corps de cette femme assassinée? Ces bruits de fête qui dérivent dans les couloirs? Cette vie si étrange qui anime l'hôtel? Bon, évidemment, de l'aveu même de l'auteur, Jack Torrance est proche de King lui-même, en ce qui concerne ses problèmes d'alcool, tout comme le fait qu'il soit un écrivain, bien sûr. Le livre sort dans les librairies américaines le 28 janvier 1977, et les droits sont rapidement acquis par la Warner. Kubrick, qui n'a rien réalisé depuis 5 ans depuis Barry Lyndon, lit tout ce qui sort à la recherche d'un projet intéressant, même s'il travaille en parallèle avec l'auteur Brian W. Aldiss sur sa nouvelle Super Toys, depuis des mois, dans le but de l'adapter évidemment. Seulement, Kubrick tombe sur le roman de King et décide de tout lâcher. Alors Aldiss, profondément vexé, lui adressera plus jamais la parole. Ce projet aboutira quand même des années plus tard, sous la forme d'un film qui s'appelle AI, réalisé par un certain Steven Spielberg. Mais passons. Stephen King rend rapidement à la Warner une version scénarisée de son propre roman, avant d'être rapidement écarté par Kubrick lui-même, qui ne lira même pas l'adaptation de l'auteur. Le metteur en scène compte en fait enlever une grande partie du livre pour en garder uniquement la substance
et la situation de base. À la surprise générale, Kubrick engage une novice en guise de co-scénariste, une certaine Diane Johnson, professeure de littérature gothique à l'université de Californie et auteur du roman The Shadow Knows, qui l'aurait beaucoup impressionné. Leur mission à tous les deux, définir au mieux les règles de l'horreur pour mieux les briser. Indépendamment, Kubrick veut que l'Overlook Hotel soit un personnage à part entière. Pour l'extérieur, il prête pas inspiration de King avec son hôtel Stanley, mais le Timberline Lodge dans l'Oregon. L'hôtel en question n'a qu'une seule demande pour accepter qu'on tourne chez eux, changer le numéro de la chambre maudite. Parce que oui, la chambre 217 du roman existant bel et bien, les propriétaires avaient peur que personne veuille y loger à l'avenir. Kubrick accepte donc de la renommer 237, chambre qui a l'avantage de ne pas exister au Timberline Lodge. En ce qui concerne l'intérieur de l'hôtel, il est presque entièrement construit afin d'en maîtriser les moindres recoins pour la mise en scène et surtout la lumière. Kubrick, évidemment, supervise la construction de chaque pièce. Pour le rôle principal, King voyait bien quelqu'un qui sonne comme l'américain moyen, genre Martin Sheen ou Jon Voight à l'époque. Visiblement décidé à faire tout à l'opposé de la volonté du romancier, Kubrick cherche quelqu'un qui peut rapidement jouer la folie. Alors il pense d'abord à Robert De Niro, puis Robin Williams, et enfin Harrison Ford, avant de jeter son dévolu sur le très populaire Jack Nicholson. Kubrick lui citant James Cagney comme exemple. En gros, il veut quelqu'un à la limite de l'exagération. Même lors du tournage, Nicholson s'inquiétera de trop en faire. Kubrick le laissera donc libre sur plusieurs prises, mais les plus exagérées selon celles qui finiront au bout du compte dans le montage final. Les deux hommes s'entendront parfaitement sur le tournage. Nicholson, il applique une méthode en fait de soumission totale au metteur en scène. Et c'est même lui qui lui aura suggéré de prendre Scatman Crothers dans le rôle de Halloran, avec qui il avait déjà travaillé sur l'excellent Vol au-dessus d'un nid de coucou. Shelley Duvall, protégée du réalisateur Robert Altman, est tellement heureuse à l'idée de pouvoir travailler avec Kubrick, en fait, elle va même se tromper durant ses répliques ou même éclater de rire au beau milieu d'une prise. Ce qui va progressivement agacer Kubrick, l'amenant à devenir de plus en plus dur avec elle, la poussant ainsi au plus proche de l'hystérie ressentie par son personnage. Kubrick ira même jusqu'à demander à ses assistants réalisateurs d'être froid avec elle pour l'isoler le plus possible. Tout va bien dans ta tête. Son personnage constitue aussi un exemple parfait des codes de l'horreur dont Kubrick et Johnson voulaient se séparer. Son personnage est casté à l'opposé de celle décrite par King comme une ancienne pom-pom girl. Dans le film, elle est présentée presque pour que le spectateur ait envie de la voir mourir, et évidemment elle survit. Autre cliché détourné, le fait de monter en puissance en héros, Halloran, pour le voir mourir dès son arrivée. Ceci avait aussi pour but de surprendre ceux qui avaient déjà lu le livre de King, dans lequel évidemment, vous l'avez compris, Halloran survit. 1978, Le Shining. Le tournage débute le 1er mai 1978 et il sera tourné dans l'ordre chronologique. Alors déjà, les plans d'hélicoptère du début sont réalisés par Greg McGillivray. Si l'on y voit une des rares fautes visuelles de Kubrick, l'ombre d'un hélicoptère en fait sur le lac, c'est uniquement dû au fait qu'il utilisait une Betamax électronique. C'est-à-dire que du coup, l'image avait un certain format sur le tournage qui, quand elle est totalement déployée, projetée sur l'écran, montre une partie qu'on ne voyait pas nécessairement. Toutes ces heures de plans seront finalement condensées en quelques minutes avant d'être recyclées plus tard, avec la permission de Kubrick évidemment, pour la fin alternative de Blade Runner de Ridley Scott. Et en ce qui concerne la rumeur persistante quant à sa personnalité sur le tournage, non, Kubrick n'est pas fou. Il cherche juste à pousser le perfectionnisme à la perfection.